Allez, très bien. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire donc, sur les risques émergents des nanomatériaux. Euh, alors, ce webinaire, pour rappel, il va durer 1 heure de présentation et ensuite on aura un temps d'échange de 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, pour ça, vous allez avoir accès à l'onglet Q&R qui est disponible en haut ou en bas de votre écran, qui vous permet de poser vos questions. Donc, il y a certaines questions qui vont être répondues pendant le webinaire, et ensuite, on gardera du temps à la fin donc, pour répondre à vos questions, comme je vous le disais, à l'oral, directement avec les différents intervenants. Autre information aussi, sachez que ce webinaire est enregistré. Le replay ainsi que les supports seront ensuite disponibles sur le site Présence PACA Corse d'ici quelques jours. Vous aurez à la fin du webinaire le lien du site internet. Pourquoi ça ne marche pas, voilà. Alors, ce webinaire vous est présenté par le réseau Présence PACA Corse, qui est un réseau qui regroupe les différents services de santé au travail de PACA et de Corse. Au niveau du contenu en particulier de ce webinaire, il a été proposé par l'AISMT 13, l'AISMT 04, l'AISC 84, la METRA 06, et Expertise. Et tout ça donc en partenariat avec l'INRS qui va faire une intervention sur une partie du webinaire. Alors, petit rappel des missions des services de santé au travail avant de commencer. Donc, nous avons 4 grandes missions qui s'inscrivent dans une stratégie globale de prévention. Alors, une partie action d'entreprise, avec tout ce qui est repérage des risques, remise d'éléments pour l'évaluation des risques, enfin accompagnement à l'évaluation des risques dans l'entreprise. Ensuite, une autre mission qui est liée à la surveillance de l'état de santé des salariés, avec du coup le suivi individuel forcément de l'état de santé des salariés, soit par le médecin, soit par l'infirmier. Un état des lieux qui est fait entre les postes de travail et l'état de santé des salariés. Toute la partie aussi conseil, avec des solutions de prévention des risques professionnels qui vont être adaptées à votre entreprise. Et ensuite, toute une partie traçabilité et veille sanitaire, où là, il y a mise à jour des dossiers d'entreprise, mise à jour du dossier médical, la traçabilité des données recueillies et le traitement aussi anonymisé de ces données au niveau national. Alors, au niveau des intervenants pour ce webinaire, donc je vais laisser se présenter chacun leur tour. Donc, je vais commencer. Donc, moi, je suis Agnès Donat, je suis technicienne en prévention des risques chez Expertise, qui est donc un service de prévention et de santé au travail dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me nomme Myriam Rico. De formation, je suis docteur ingénieur en sciences des matériaux. Je travaille au sein du département expertise et conseil technique de l'Institut national de recherche et de sécurité. Et donc, j'ai en charge la prévention des risques chimiques qu'on peut qualifier en effet d'émergents, comme les nanomatériaux ou encore les perturbateurs endocriniens. Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Spinelli, je suis médecin du travail au sein de l'AISMT 13 dans les Bouches-du-Rhône, donc service de santé au travail. Bonjour, Nora Sika, je suis ingénieure prévention des risques HSE à l'AISMT 04, donc un service de prévention de santé au travail. Bonjour, Fabrice Palma, je suis ingénieur prévention à la METRA 06 dans les Alpes-Maritimes. Je répondrai à vos questions et je serai aussi en support technique. Je me présente Laurent Martial, donc je suis ingénieur en prévention des risques professionnels au sein de l'AISMT 13. Laurent, tu as un problème de micro, on ne t'entend pas. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Bonjour, donc c'est Laurent Martial, ingénieur en prévention des risques professionnels au sein de l'AISMT 13. Donc voilà, service de prévention. Très bien, donc merci à tous pour cette présentation. Donc au niveau du sommaire de ce webinaire, on va commencer par une partie avec les définitions, les applications et où est-ce qu'on va retrouver les nanomatériaux dans les expositions professionnelles, le contexte réglementaire. Ensuite, on va voir donc la partie effet sur la santé et suivi médical en lien avec les nanomatériaux. La démarche de prévention et les moyens de prévention en entreprise qu'on va pouvoir mettre en place pour prévenir le risque des nanomatériaux. Un petit point rapide sur quel est le rôle du service de prévention et de santé au travail, comment est-ce qu'il peut vous accompagner sur ce sujet en particulier. Et enfin, on va vous présenter un cas pratique de traitement, de prévention des nanomatériaux avec le dioxyde de titane. Donc voilà, pour commencer cette première partie sur les définitions, je vais laisser la parole à Myriam.
Oui, donc comme cela a été dit, je vous propose donc qu'on débute ce webinaire par un point sur les définitions, les applications, les secteurs industriels concernés par les nanomatériaux, ainsi que sur les expositions en milieu professionnel. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le nanomètre? Donc le nanomètre, en fait, c'est une unité de mesure, c'est l'unité de référence du nanomonde. Donc dans le terme nanomètre, il y a nano. Donc le préfixe nano vient du grec nanos qui signifie nain. Donc, un nanomètre équivaut à 10 moins 9 mètres, soit 1/1000e de mètre. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, un nanomètre équivaut environ à 1/50 millième de l'épaisseur d'un cheveu humain. J'ai également tendance à dire que le nanomètre est au mètre, ce qu'un pamplemousse ou une grosse orange est à la Terre. Donc, on est vraiment dans l'univers de l'infiniment petit, de l'invisible. Donc, qu'est-ce qu'on entend par nanomatériaux? Donc, la recherche d'une définition commune pour le terme nanomatériaux suscite depuis de nombreuses années de vifs débats, que ce soit au sein des politiques, des scientifiques ou encore de la société civile. Donc, il existe ainsi plusieurs définitions du terme nanomatériaux qui ont été établies par différents organismes et instances tels que la Commission européenne, l'Organisation de normalisation, donc internationale de normalisation, ainsi que l'Organisation de coopération et développement économique. Donc l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, fut le premier organisme à établir en 2008 une définition du terme nanomatériaux. Donc vous retrouvez cette définition dans le document normatif référencé ISO TS 80004-1. Quelques années plus tard, la Commission européenne s'illustre par sa volonté de n'obtenir qu'une seule et même définition, au moins à l'échelle européenne. Donc, la Commission européenne propose ainsi donc en 2011 une définition dans le cadre d'une recommandation. Et donc, cette recommandation a très récemment été remise à jour, donc la semaine dernière. Donc ainsi, selon la Commission européenne, un nanomatériau, c'est un matériau naturel formé accidentellement ou manufacturé, donc qui contient des particules solides libres, mais également des particules solides sous forme d'agrégats ou d'agglomérats, donc des particules sous forme d'amas, et dont au moins 50% des particules dans la distribution granulométrique par taille répondent à l'un des critères suivants que je vais énumérer. Donc pour les particules sphériques, tout d'abord, une ou plusieurs dimensions externes sont dans la gamme de taille comprise entre 1 et 100 nanomètres. Pour les particules de forme longiligne allongée, telles que des fibres ou des tubes, nanofibres, nanotubes. Donc, dans ce cas-là, on a deux dimensions externes qui sont inférieures à 1 nanomètre et l'autre dimension qui est supérieure à 100 nanomètres. Et enfin, pour les particules qu'on peut qualifier de plaquettes, de couches ou encore de feuillets. Donc, dans ce cas-là, il y a une dimension externe qui doit être inférieure à 1 nanomètre et les autres peuvent être supérieures à 100 nanomètres. Donc, voilà ce qu'entend la Commission européenne pour le terme nanomatériaux. Donc, on peut ainsi distinguer deux grandes familles de nanomatériaux. Donc, tout d'abord, les nanomatériaux naturels. C'est par exemple les particules qui composent les fumées issues des éruptions volcaniques ou encore des feux de forêt. Donc, ces particules ont une taille nanométrique. On sait également que de nombreux virus possèdent une taille nanométrique, tel que le virus de la poliomyélite. Et puis enfin, deuxième grande famille, donc les matériaux, en tout cas les nanomatériaux anthropogéniques, c'est-à-dire générés par l'homme. Et là, on peut discerner deux sous-catégories. Donc les nanomatériaux générés par l'homme de façon non intentionnelle ou accidentelle. Dans la littérature, on rencontre plutôt le terme de particules ultra fines. C'est par exemple le cas des particules qui composent les fumées de soudage et de coupage des métaux, ou encore les particules qui composent les émissions de moteurs. Et puis enfin, deuxième sous-catégorie, donc les nanomatériaux générés par l'homme de façon intentionnelle. Donc, on parlera plutôt de nanomatériaux manufacturés. Donc, ce sont par exemple les nanoparticules de dioxyde de titane, dont vous allez entendre parler un peu plus tard, d'argent, de silice amorphe. Également les nanotubes de carbone, de bore, les nanofeuillets de graphène, on en entend également beaucoup parler actuellement. Et enfin, les nanocomposites. Donc, c'est par exemple des polymères, des plastiques dans lesquels on incorpore des nanotubes de carbone. Donc là, on a affaire à des nanocomposites. Donc, le webinaire de ce jour porte principalement sur les nanomatériaux anthropogéniques, donc générés par l'homme de façon intentionnelle, donc porte sur les nanomatériaux manufacturés. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise en fait, pourquoi ces nanomatériaux manufacturés sont mis en œuvre depuis 25-30 ans? Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on diminue la taille des particules, donc la surface de ces particules augmente, donc elles ont une réactivité de surface très intéressante et elles
disposent de propriétés atypiques, nouvelles en fait, hein, et donc qui conduisent à des applications un petit peu inédites. Donc, ces propriétés nouvelles, ça peut être des propriétés électriques, donc de conductivité électrique, des propriétés mécaniques, de résistance, d'élongation, de superélasticité, des propriétés optiques, par exemple d'émissions fluorescentes, et enfin des propriétés catalytiques. Par exemple, l'or, sous forme micrométrique, est totalement inerte chimiquement, et on s'est rendu compte que sous forme nanométrique, l'or présentait de très bonnes propriétés catalytiques, notamment c'est un excellent catalyseur pour l'oxydation du monoxyde de carbone. Alors, ces nanomatériaux, finalement, on les rencontre dans la plupart des secteurs industriels actuellement, notamment dans les secteurs de la chimie. Donc, la chimie est le principal secteur qui produit ces nanomatériaux actuellement. On utilise ces nanomatériaux dans le domaine de la chimie également et de la plasturgie, donc dans le domaine de l'élaboration, des peintures, des vernis, des encres. Également, donc, dans la plasturgie, on incorpore des nanomatériaux sous forme de charge. L'électronique et les communications, donc, ce sont des secteurs qui font partie des secteurs utilisateurs de ces nanomatériaux, parce qu'on a un souci constant de miniaturiser en fait les systèmes. On a également beaucoup entendu parler du domaine des cosmétiques et de l'agroalimentaire, notamment dans le domaine des cosmétiques, on utilise du dioxyde de titane comme filtre anti-UV. Dans le domaine de l'agroalimentaire, on peut utiliser de la silice amorphe pour ses propriétés anti-agglomérants. Également d'autres domaines comme le bâtiment et les travaux publics, la santé et la pharmacie, où on utilise certains nanomatériaux pour la vectorisation de médicaments, donc pour apporter des principes actifs à certains organes dans l'organisme. Et enfin, d'autres domaines sont également utilisateurs de nanomatériaux, comme l'aéronautique, où on a également un souci constant d'avoir des structures très résistantes mécaniquement, mais également très légères. Et enfin, donc les équipements de la maison, où on utilise de plus en plus des nanoparticules d'argent pour leurs propriétés antibactériennes. Donc, ce que je vous propose pour poursuivre, c'est un petit zoom sur le domaine de l'automobile, où on utilise également une myriade de nanomatériaux dans différentes parties en fait de l'automobile, donc notamment dans les verres pour avoir des verres anti-rayures et déperlants, dans la carrosserie pour avoir des carrosseries, comme je dis, c'est un peu comme dans le domaine de l'aéronautique, des carrosseries très résistantes mais également beaucoup plus légères. On incorpore également des nanomatériaux, notamment des nanoparticules d'oxyde de cérium dans le carburant pour diminuer la consommation de carburant. Et par exemple également dans les pneumatiques, c'est ce qu'on appelle les pneumatiques verts. Donc l'incorporation de silice amorphe dans les pneumatiques diminue en fait la résistance au roulement de ces pneumatiques et donc accroît leur durée de vie. Donc voici quelques exemples d'utilisation de nanomatériaux dans le domaine de l'automobile. Donc, au niveau des expositions professionnelles, donc bien que ces nanomatériaux manufacturés concernent l'ensemble de la population, puisque vous comme moi, on achète des crèmes solaires, on achète des bonbons, on achète des équipements sportifs qui peuvent contenir des nanomatériaux. Les premières et les plus fortes expositions se déroulent en milieu professionnel, puisqu'en effet, les quantités mises en œuvre sont plus importantes, et puis les nanomatériaux utilisés ou produits se présentent sous différentes formes. Donc, de très nombreux secteurs industriels sont concernés, donc ce qui induit une population salariée potentiellement exposée également importante. On se rend compte que pour des raisons essentiellement concurrentielles, les entreprises qui sont concernées par les nanomatériaux sont globalement peu enclines à communiquer sur le sujet. C'est la raison pour laquelle les données qui portent sur les expositions professionnelles en lien avec les nanomatériaux sont encore assez rares, notamment en ce qui concerne les nanomatériaux manufacturés. On a davantage de données concernant l'exposition professionnelle aux particules ultra fines, par exemple aux particules issues des travaux de soudage ou de coupage des métaux. Néanmoins, je vous invite à consulter un site que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le site internet d'Evalutil. Donc, c'est Evalutil, ce sont des bases de données, des matrices emploi-exposition qui sont élaborées et mises à jour par Santé publique France ainsi que par l'Université de Bordeaux. Et donc, il y a quelques années, ce consortium a élaboré une base de données relative aux particules nanométriques, donc relative à la fois aux nanomatériaux manufacturés, mais également aux particules ultra fines. Et donc, vous trouvez dans cette base de très nombreuses publications en lien avec des métiers, des opérations qui peuvent exposer les salariés aux nanomatériaux.
Voilà, donc en entreprise, les salariés peuvent être exposés à ces nanomatériaux et ça, c'est un point important tout au long de leur cycle de vie, depuis les étapes de recherche et développement, en passant par la production ou l'utilisation de ces nanomatériaux. Un point de vigilance également, c'est l'usinage en fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de nanocomposites, donc par exemple de matières plastiques dans lesquelles on peut incorporer des nanotubes de carbone. Lorsqu'on usine ces matières plastiques, on peut relarguer, on peut générer de nouveau des nanotubes de carbone qui sont donc émis dans l'air, et donc les salariés sont exposés dans ce cas-là. Il faut également demeurer vigilant aux étapes de conditionnement, de transport et de stockage des produits. Également, donc, la maintenance, entretien et le démantèlement donc, des structures doivent faire l'objet donc de prudence. Et enfin, les étapes de traitement des déchets. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un fonctionnement dégradé, d'une fuite sur un réacteur ou du déversement de récipients. Et donc là également, il faut être vigilant. Donc, les principaux paramètres qui influent sur le degré d'exposition en entreprise sont la forme physique sous laquelle on va retrouver ces nanomatériaux. Donc, on sait que les expositions sont plus importantes lorsqu'on manipule ces nanomatériaux sous forme de poudre. On formera ce qu'on appelle des nano-aérosols, des aérosols nanométriques qui pourront être aisément inhalés par les salariés ou se déposer sur leur peau. On peut également retrouver ces nanomatériaux sous forme de suspension liquide ou de gel. Donc là, l'exposition devrait être moindre. Néanmoins, lorsqu'on pulvérise, par exemple, une suspension liquide qui contient des nanomatériaux, on génère des gouttelettes et dans ces gouttelettes, il y aura des nanomatériaux. Donc là, il peut y avoir également des expositions professionnelles. Donc, les autres paramètres à prendre en compte, c'est également les procédés mis en œuvre. Là également, il y a des procédés qui sont plus ou moins émissifs. On sait que le broyage de poudre pour arriver à des poudres nanométriques, donc on sait que ces procédés-là sont particulièrement émissifs. On s'intéresse également aux quantités manipulées, à la durée et à la fréquence des travaux, à la capacité qu'ont les produits à se retrouver dans l'air ou sur les surfaces de travail, et puis donc aux moyens de protection qui ont été mis en œuvre. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la problématique des nanomatériaux concerne la population salariée, mais nous concerne également nous en tant que consommateurs, puisqu'on achète donc des produits qui peuvent en contenir, et également concerne plus largement l'environnement, puisque lorsque, par exemple, vous allez vous baigner avec votre crème solaire, puisqu'on est dans le sud de la France là en ce moment avec vous, et bien cette crème solaire, en fait, elle part dans la mer, dans l'eau, et donc les poissons et puis tout ce qui est la flore aquatique est également exposée à ces nanomatériaux. Donc, c'est vraiment une question globale. Donc, comment on mesure les expositions professionnelles actuellement en entreprise? Donc, globalement, l'exposition sur les lieux de travail à un agent chimique sous forme d'aérosol est généralement caractérisée par une concentration massique moyenne des particules qui sont dispersées dans l'air. Pour les cas des fibres, là, l'exposition est généralement donnée en nombre de fibres par unité de volume d'air. On se rend compte que dans le cas des nanomatériaux, en fait, les mesurer, en tout cas quantifier les expositions via les deux critères que sont la masse et la composition chimique semble inopportun. Et donc, il conviendrait de mesurer d'autres métriques, notamment la distribution granulométrique des particules, qu'elles soient en masse, en nombre ou en surface. Il conviendrait également de mesurer la concentration en nombre des particules, ainsi que la concentration en surface des particules. Donc, concrètement, en entreprise, il s'agira donc de déployer différentes techniques qui permettent de caractériser les nanomatériaux selon ces différentes métriques. Un point néanmoins de vigilance, c'est que ces techniques ne permettent pas en fait de connaître la composition chimique ou la morphologie des particules que vous caractérisez, donc des nanoparticules que vous caractérisez. Donc, il conviendra également a posteriori de réaliser en laboratoire des analyses chimiques, notamment pour connaître la composition chimique des particules qui ont été étudiées, ainsi que leur structure cristalline ou encore leur charge de surface. Donc, il existe depuis de nombreuses années différents types d'instruments, j'en ai parlé. Jusqu'à très récemment, ces instruments, pour la plupart, étaient des instruments qui étaient encombrants, des instruments qui étaient coûteux, qui nécessitaient des compétences assez pointues pour analyser les résultats. Depuis une petite dizaine d'années, on a de plus en plus d'instruments qui sont quand même portatifs, assez accessibles, moins onéreux, donc qui permettent d'avoir des données qualitatives, notamment des concentrations en nombre de particules. Donc, ça permet vraiment de caractériser en fait l'émission des procédés, d'avoir une première donnée en fait sur l'émission de certains procédés, sur l'exposition donc des opérateurs.
Le seul point un petit peu négatif de ces instruments, hein, c'est que comme les précédents, ils ne permettent pas à ces instruments de discriminer les particules, en tout cas les nanoparticules qui sont initialement présents dans l'atmosphère, puisque par exemple actuellement dans mon bureau, j'ai environ 5000 nanoparticules par centimètre cube qui proviennent du trafic urbain, qui proviennent des usines. Et donc en fait, les instruments qu'on utilise actuellement ne permettent pas de discriminer ce qui est dans l'entreprise de façon pérenne, due à la pollution, de ce qui est émis par les procédés qui sont utilisés. Donc là, il faut rester vigilant à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai fait un petit point sur les, sur les définitions et les expositions professionnelles. Je vous propose maintenant qu'on passe au contexte réglementaire à l'échelle française et européenne. Donc, il n'existe pas actuellement dans le Code du travail de textes spécifiques applicables aux nanomatériaux. Néanmoins, il n'y a pas de vide réglementaire. Les nanomatériaux manufacturés, ce sont des agents chimiques, donc on applique les règles générales de prévention du risque chimique. Et dès lors qu'on a affaire à un matériau qui, sous sa forme micrométrique, est classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, le matériau sous forme nanométrique correspondant, associé, on appliquera également les règles de prévention, donc associées aux agents chimiques classés CMR de catégorie 1A et 1B. Donc, toujours au niveau du Code du travail, donc le ministère du Travail propose une page dédiée aux nanomatériaux, donc dans lequel il rappelle ce que je viens de dire précédemment. Donc, il convient de mettre à minima sur les lieux de travail en place la démarche de prévention relative aux agents chimiques dangereux. Par ailleurs, il faut savoir que les nanomatériaux font l'objet de travaux dans le cadre des plans santé-travail, notamment dans le cadre du plan santé-travail 3 qui vient de se terminer et dans le prochain plan santé-travail 4. Donc, je vous invite à consulter en fait ces plans santé-travail qui donnent certains axes de recherche pour améliorer les connaissances, notamment en termes d'exposition à ces nanomatériaux dans différents secteurs d'activité, notamment le BTP, ce qui a été le cas dans le cadre du PSC3. Passons maintenant à la déclaration obligatoire, donc qui a été mise en place en France en 2013. Donc ça, c'est vraiment une initiative franco-française qui est issue du Grenelle 2 de l'environnement. Oui, donc qui impose à toutes les entreprises qui produisent, distribuent ou importent des substances à état nanoparticulaire, donc des nanomatériaux manufacturés, de les déclarer. Donc c'est l'ANSES en fait qui gère cette base de données qui s'appelle AirNano, qui a été mise en place en 1er janvier 2013. Et dès lors qu'une entreprise distribue, produit ou importe plus de 100 grammes par an et par substance, donc par nanomatériaux, elle doit le déclarer donc à l'ANSES pour le compte du ministère de l'Environnement. Donc, voici un petit bilan de cette déclaration donc AirNano. Voilà. Donc, depuis 2013, on se rend compte qu'il y a plus ou moins 400 000 tonnes de nanomatériaux manufacturés qui sont mises chaque année sur le marché en France. Donc, c'est vraiment des quantités qui sont quand même assez importantes. Il y a environ 300 catégories de nanomatériaux qui sont déclarées dans cette base, donc qui est nommée AirNano. On retrouve à la fois des composés inorganiques, tels que des silices, des carbonates, des métaux, des alliages métalliques, ainsi que des composés organiques, notamment des matériaux carbonés, j'en ai parlé, un nanotube de carbone, noir de carbone, ainsi que des polymères. Donc, les principaux secteurs d'activité qui déclarent les plus gros tonnages importés ou produits en France, il n'y a pas de surprise, c'est l'industrie chimique, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont eux qui produisent ces nanomatériaux et qui en utilisent également une grande quantité. J'en ai parlé, notamment dans les vernis, les peintures, les colles, etc. Donc, les secteurs qui utilisent ces nanomatériaux, c'est la fabrication de substances chimiques fines, le BTP également, et tout ce qui est cosmétique et agroalimentaire. Donc, les nanomatériaux manufacturés qui sont le plus mis sur le marché depuis plusieurs années sont le noir de carbone, la silice amorphe, le carbonate de calcium, le dioxyde de titane, ainsi que l'aluminium. Donc, d'autres pays européens ont emboîté le pas de la France, ont mis en place des déclarations obligatoires de nanomatériaux. Il avait été envisagé de faire une déclaration obligatoire commune au niveau de la Commission européenne. Ça n'a pas abouti. Donc, l'Italie, la Belgique, tout comme la France, ont des déclarations obligatoires sur leur territoire. Néanmoins, a été mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire européen sur les nanomatériaux, donc qui vise notamment à répertorier toutes les données de ces différentes déclarations qui sont mises en place donc, dans les pays européens. Pour continuer à l'échelle européenne,
Il y a un point important concernant le règlement européen REACH, donc qui porte sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques. Donc, ce règlement européen, notamment ses annexes, ont été modifiés en 2020. Et donc, ce qui maintenant impose aux fabricants d'indiquer différents paramètres physico-chimiques dans les fiches de données de sécurité qui attestent de la présence d'un nanomatériau. Donc, ça, c'est un point important parce qu'on le verra tout à l'heure. On a de grandes difficultés à identifier les nanomatériaux, les produits qui en contiennent en entreprise. Et bien souvent, les FDS ou les fiches techniques sont incomplètes. Et donc là, justement, avec cette modification du règlement européen, c'est une grande avancée pour nous tous. Et donc, les FDS seront beaucoup plus informatives et devront automatiquement indiquer notamment différents paramètres physico-chimiques, j'en ai parlé, comme la taille des particules, la surface spécifique ou encore la forme, et donc qui permettra d'attester qu'on est en présence ou pas d'un nanomatériau. Donc, pour continuer avec l'aspect réglementaire, donc, au niveau de la classification, un point important également, puisqu'on va en parler un petit peu plus tard, donc le dioxyde de titane qui est très fréquemment utilisé dans différents domaines, le BTP, la cosmétique, l'agroalimentaire, on le verra, il y a eu une interdiction très récemment, notamment en France. On l'utilise également dans le domaine de la chimie, fabrication de peinture, etc. Donc, ce dioxyde de titane a été classé cancérogène de catégorie 2 par inhalation par l'Union européenne en 2021. Ce dioxyde de titane est également classé depuis 2006 par le CIRC, donc Centre international de recherche sur le cancer. Il est classé en catégorie 2B comme le noir de carbone. Et puis plus récemment, donc les nanotubes de carbone ont été expertisés par les chercheurs du CIRC. Donc ces nanotubes de carbone ont été classés en catégorie 3, à l'exception des nanotubes de carbone multifeuillés Mitsui 7. Donc ces nanotubes sont produits par une entreprise japonaise qui s'appelle Mitsui. Alors seuls ces nanotubes de carbone ont été classés en catégorie 2B. Pourquoi? Parce que c'est ces nanotubes de carbone qui ont été le plus évalués d'un point de vue toxicologique. Donc les autres nanotubes de carbone sont sans doute tout autant toxiques pour la plupart, mais néanmoins en manque de données toxicologiques pour vraiment les classer. Donc, il convient de demeurer vigilant avec ces structures longilignes qui peuvent avoir des tailles assez proches des fibrilles d'amiante. Pour terminer avec le contexte réglementaire, donc je voulais vous parler un petit peu des valeurs limites d'exposition professionnelle, parce que ça, c'est un point important. Lorsqu'on fait des campagnes de mesurage en entreprise, bien entendu, les entreprises nous demandent s'il existe des valeurs limites, à quoi se référer, est-ce qu'il y a des effets sur la santé, des dangers pour la santé. Donc, nos homologues du NIOSH, donc c'est l'homologue de l'INRS aux États-Unis, s'est intéressé le premier en 2011 à des valeurs seuil, notamment pour le dioxyde de titane, et a proposé donc une valeur de 0,3 mg par mètre cube. Quelques années plus tard, ils se sont intéressés aux nanotubes de carbone et ont proposé une valeur de 1 microgramme par mètre cube. Et plus récemment, donc l'année dernière, ils se sont intéressés donc au nano-argent, qui est utilisé, comme je l'ai dit, par exemple, dans le domaine des équipements pour la maison, mais également dans le domaine médical pour ses propriétés antibactériennes. Et donc, voilà, donc il y a eu différentes propositions qui ont été établies donc, par le NIOSH. D'autres organismes comme l'IFA, qui est l'équivalent de l'INRS en Allemagne, ou le BSI, qui est l'équivalent de l'AFNOR, donc de la normalisation en Angleterre, ont proposé également des valeurs seuil en faisant des catégories de nanomatériaux et en appliquant en fait des facteurs de sécurité à des valeurs déjà existantes. Donc, pour nous, celles qui nous semblent quand même les plus adaptées, les plus pertinentes, on va dire, c'est celles qui ont été proposées par le NIOSH. Donc, on a commencé, nous également, à l'INRS, à s'intéresser à ce sujet en 2014, on va dire. On a monté un groupe de travail pluridisciplinaire et on a commencé à se focaliser sur le dioxyde de titane. Et donc, on a proposé également une valeur limite d'exposition professionnelle qui est celle que proposait également le NIOSH. Mais en complément de ce qu'a proposé le NIOSH, on a également élaboré tout un processus qui permet de mesurer cette valeur limite en entreprise, ce que n'avait pas fait le NIOSH en 2011. On s'est ensuite intéressé au noir de carbone et puis plus récemment l'ANSES qui propose les valeurs limites au ministère en France, s'est également saisi du sujet donc en 2021 et a proposé une valeur limite sur 8 heures pour le dioxyde de titane nanométrique de 0,8 microgrammes par mètre cube et une VLCT sur 15 minutes de 4 microgrammes par mètre cube. Donc on peut voir qu'il y a une grande différence entre les propositions du NIOSH et de l'INRS et de celles de l'ANSES. Ce
Nous, ce qui nous semble un petit peu, ce qui nous interroge, même si on a participé au groupe de travail de l'ANSES, si on a fait part de ses interrogations et de ses craintes, c'est que la valeur très faible proposée par l'ANSES pour le dioxyde de titane, actuellement, on n'a pas les outils pour la mesurer et actuellement, elle est plus faible, par exemple, que pour des agents qui sont classés cancérogènes de catégorie 1A ou 1B au niveau de l'Union européenne. Donc, ça suscite pas mal de questions, cette valeur qui est relativement faible. Voilà, donc j'en ai terminé avec le contexte réglementaire et je passe la parole maintenant au docteur Spinelli qui va aborder donc les effets sur la santé et le suivi médical des salariés. Merci Myriam. Donc, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Donc, je vais vous parler des effets sur la santé et du suivi médical concernant les nanomatériaux. Donc, pour rappel, nous sommes face à un risque émergent. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est l'état actuel des connaissances. Et évidemment, les connaissances vont évoluer et donc le suivi médical et les connaissances sur les effets sur la santé donc, aussi vont s'améliorer. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de comprendre, ce sont les voies principales de pénétration des nanomatériaux chez les salariés. Alors c'est important parce que ça va avoir évidemment un impact sur la prévention qu'on va pouvoir mettre en place dans les entreprises et c'est important aussi pour le suivi santé. Donc les nanomatériaux peuvent pénétrer au niveau de l'organisme par ingestion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les avaler. Ils vont être avalés principalement alors on va dire dans le milieu professionnel suite à une inhalation, c'est-à-dire qu'on va respirer des poudres, des aérosols de nanomatériaux. On va avoir un dépôt au niveau du nasopharynx de ces nanomatériaux et ensuite, lorsqu'on va déglutir, on va avaler notre salive, eh bien, il va y avoir pénétration au niveau du tube digestif. Pour ce qui est du public, on va avoir une ingestion possible, comme le disait Madame Rico, par exemple, lorsqu'on va consommer des produits industriels, agroalimentaires, où dedans, on va avoir potentiellement de la silice ou du titane sous forme nano. On va aussi avoir potentiellement une pénétration cutanée à travers la peau. Alors, c'est une hypothèse qui est encore à l'étude, mais il est probable, notamment sur une peau abîmée, lésée, si vous avez de l'eczéma ou une plaie, que les nanomatériaux traversent la peau et donc pénètrent dans le corps, et probablement même sur une peau saine, en raison de leur toute petite taille, évidemment, et de leurs propriétés très réactives. La voie principale de pénétration des nanomatériaux reste la voie respiratoire. Évidemment, dans le milieu professionnel, lorsqu'on va se retrouver face à des poudres, des aérosols, donc on va respirer, inhaler ces nanomatériaux. Et on va avoir ensuite potentiellement deux phénomènes qui se passent. Le premier phénomène va être un passage du nasopharynx vers le cerveau, via le nerf olfactif. Donc, on va avoir le dépôt, comme je l'expliquais tout à l'heure, de ces nanomatériaux au niveau du nasopharynx. À cet endroit se situe le nerf olfactif et les nanomatériaux vont migrer, c'est un trajet qui est très court d'un point de vue anatomique, vont migrer jusqu'au cerveau. Ça a été démontré chez les rats. On va avoir ensuite le passage au niveau des poumons jusqu'au fin fond des poumons, jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires. En sachant que les alvéoles pulmonaires, ce sont les lieux d'échange gazeux. Donc, ce sont des petits sacs qui sont très, très vascularisés avec une membrane très fine. Et c'est à ce niveau que les nanomatériaux vont pouvoir pénétrer dans le sang. Évidemment, donc, une fois que les nanomatériaux sont dans le sang, eh bien, ils vont pouvoir se disséminer dans l'ensemble du corps. Donc, ça, c'est la diapo suivante. Voilà, donc on va avoir une migration à distance des nanomatériaux qui vont pénétrer dans l'ensemble du corps. La diapo présente vous montre évidemment les différents endroits où ça va pouvoir circuler. Donc, une fois que c'est dans le sang, ça va aller au niveau des autres organes, ça peut aller dans le foie, au niveau du cerveau, on a parlé aussi par la migration neuronale. Et donc, ça va pouvoir participer à toutes les maladies qui existent. Alors, par exemple, au niveau des poumons, on va pouvoir potentialiser des formes d'asthme, de bronchite, de cancer. Au niveau gastro-intestinal, participer par des mécanismes inflammatoires à des maladies chroniques comme la maladie de Crohn. Et puis, donc, probablement participer à certains cancers. Donc, la pénétration se fait dans les organes et jusqu'au niveau des cellules, dans les cellules, à cause de cette petite taille.
les nanos vont passer les barrières biologiques et cela va avoir un impact sur la surveillance des femmes en âge de procréer et des femmes enceintes, puisqu'on se pose vraiment la question de protéger les fœtus. Et donc, il va y avoir un principe de précaution qui doit être appliqué aux femmes enceintes. Alors, une fois qu'on a été contaminé par les nanomatériaux, comment est-ce qu'on va pouvoir les éliminer? Alors là encore, on est dans un risque émergent, donc des connaissances, on commence à en avoir, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire. Donc évidemment, l'élimination des nanoparticules va dépendre de leur taille et du compartiment concerné. Souvent, le mécanisme est mal connu. Concernant donc la voie principale de pénétration, qui est la voie pulmonaire, on va mettre en jeu des mécanismes habituels d'élimination des poussières, que sont les cils mucociliaires et les macrophages. Les cils mucociliaires, ce sont des petites villosités au niveau des cellules qui permettent de faire remonter tout ce qui est mucus, quand vous allez cracher, par exemple, vous allez tousser. Et les macrophages, ce sont les cellules immunitaires qui vont phagocyter, manger en quelque sorte les particules étrangères. Le problème de ces mécanismes en concernant les nanomatériaux, c'est qu'ils sont saturés rapidement et qui vont être potentiellement inefficaces. Par exemple, les macrophages vont être en grande difficulté sur des fibres de nanomatériaux. On va avoir deux types de toxicité avec des nanoparticules qui vont être persistantes, c'est-à-dire qui vont s'accumuler. C'est le cas par exemple du dioxyde de titane qui va s'accumuler dans certains organes et donc générer inflammation et maladies chroniques à ce niveau-là. Mais les nanoparticules peuvent être aussi labiles, c'est-à-dire qu'elles vont subir des processus qui vont les transformer. C'est le cas par exemple de l'argent. Et elles vont se disséminer dans l'environnement sous différentes formes. Alors, au total, une fois qu'on a dit ça, quels sont les risques pour la santé? Alors, on va avoir des effets locaux, donc quand ça se pose sur la peau, quand ça va se poser sur le nasopharynx, et puis on a des phénomènes de migration à distance, comme je vous l'expliquais, via le sang, les neurones et le système lymphatique. Ces nanomatériaux vont générer de l'inflammation au niveau du corps et ce qu'on appelle aussi du stress oxydant, c'est-à-dire la production d'espèces réactives de l'oxygène, par exemple l'anion superoxyde. Ces espèces réactives de l'oxygène vont être cytotoxiques, donc attaquer les cellules du corps et attaquer des molécules au niveau des cellules, c'est-à-dire les oxyder et donc forcément altérer leur fonction. Les nanomatériaux vont potentiellement être aussi des perturbateurs endocriniens, directs ou indirects. Alors, le perturbateur endocrinien, c'est une substance qui interfère avec notre système hormonal. Et donc, des hormones, dans le corps, il y en a énormément. Donc, vous avez la thyroïde, l'insuline pour le diabète, les hormones sexuelles. Donc, les nanomatériaux vont interférer avec nos systèmes hormonaux, soit parce qu'ils vont directement mimer ou annuler les effets des hormones, ou alors indirectement parce qu'ils vont interagir avec d'autres produits chimiques ou d'autres substances qui, elles, vont potentiellement devenir perturbateurs endocriniens. On l'a dit aussi précédemment, on vous l'a déjà expliqué, les nanomatériaux sont suspectés d'être cancérogènes pour l'homme. Le dioxyde de titane, CIRC 2B, est récemment classé C2 par inhalation au niveau de l'Union européenne, et le noir de carbone, CIRC 2B. On a aussi potentiellement ce qu'on appelle un effet cocktail, donc ça c'est à partir du moment où on se retrouve face à une polyexposition chimique, eh bien dans un mélange de produits chimiques, on va avoir des potentialisations qui se font pas forcément de façon qu'on peut prédire, donc un effet cocktail. Et aussi la toxicité proche à chaque matériau. Donc, on vous a donné l'exemple de l'or qui est inerte sous forme micrométrique et qui devient réactif sous forme nanométrique. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas prédire la toxicité d'un matériau sous forme nanométrique en le déduisant de sa toxicité sous forme micrométrique. Il faut vraiment qu'il y ait des études qui soient faites pour chaque matériau. Et donc, potentiellement, chaque matériau sous forme nanométrique va avoir une toxicité qui lui est propre et aujourd'hui qu'on ne connaît pas forcément.
Alors, on a quand même des données expérimentales essentiellement sur l'animal. Chez l'homme, on a un niveau de preuve limité des risques pour la santé. Pour autant, au niveau des études épidémiologiques concernant l'exposition aux nanomatériaux, on a globalement une augmentation de la mortalité, c'est-à-dire plus de décès, pour essentiellement des causes respiratoires ou cardiovasculaires. Et concernant l'exposition aux particules ultrafines, donc qui sont les nanoparticules qui sont émises de façon non intentionnelle, donc on a parlé des fumées de soudage par exemple, des fumées de diesel, donc on a une augmentation de la morbidité, c'est-à-dire des maladies essentiellement au niveau pulmonaire, cardiaque, mais aussi des problèmes de coagulation au niveau du sang. Donc, quel suivi médical peut-on réaliser? Alors, encore une fois, c'est un risque émergent. On a des données qui sont incomplètes. Aujourd'hui, au niveau du suivi médical, il n'y a pas de consensus. On va, par exemple, en santé au travail, pour reboucler avec la législation, on n'a pas de suivi individuel renforcé qui soit réglementaire pour les nanos. Mais il faut rappeler qu'un employeur a toujours la possibilité de déclarer, de demander auprès de son service de prévention et de santé au travail un suivi individuel renforcé, c'est-à-dire un suivi qui est fait par le médecin et par l'infirmier avec une périodicité tous les 2 ans. Au niveau clinique, il n'y a pas de symptômes, de signes spécifiques. Donc, c'est compliqué de repérer des maladies générées par les nanomatériaux à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout réfléchir, dépister, rechercher les phases critiques d'exposition professionnelle et on va s'intéresser aux pathologies préexistantes, comme je vous l'ai dit, essentiellement cardiovasculaires et respiratoires, qui pourraient être aggravées par une exposition au nano, mais aussi des allergies qui pourraient être aggravées elles aussi. Et on va avoir un principe de précaution pour les femmes enceintes et évidemment en âge de procréer, puisqu'on va... donc, en matière d'exposition chimique, c'est le début de la grossesse notamment qui va être vraiment à protéger pour les femmes. Les nanos passent les barrières, passent probablement le placenta, donc il faut absolument protéger les femmes enceintes et en âge de procréer. Au niveau paraclinique, c'est-à-dire au niveau des examens complémentaires que l'on peut réaliser pour le suivi médical, eh bien, il n'y a aucun examen spécifique, donc il n'y a rien de vraiment... particulier, spécifique, à l'heure actuelle en tout cas, qui va nous permettre de surveiller l'état de santé. Donc, évidemment, la priorité, ça va être la prévention primaire. Il faut absolument éviter que les salariés soient exposés. Ça va être, et ça fait partie de nos missions, la traçabilité des expositions, donc aider à repérer les expositions dans les entreprises et les tracer dans le dossier médical des salariés. Ça va être participer à des veilles épidémiologiques, notamment avec Epinano, qui est une enquête de santé publique qui demande la participation des employeurs et des salariés via les services de santé au travail pour accumuler des données sur les effets de la santé, les effets sur la santé de l'exposition au nano. Et nous allons aussi, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, informer les salariés, les employeurs sur ce risque émergent, sur la nécessité d'agir tout de suite pour la prévention. Voilà, je vous laisse maintenant avec Nora Sika qui va vous parler de la démarche de prévention et des moyens de protection. Merci beaucoup. Du coup, la démarche de prévention consiste à repérer, identifier et inventorier tous les nanomatériaux manufacturés ou les produits qui en contiennent. Il n'existe pas d'étiquetage spécifique pour les nanomatériaux manufacturés. Par exemple, il n'existe pas de pictogramme officiel comme la classification CLP. Donc, pour identifier le caractère nanométrique d'un produit chimique, il faut se référer à sa taille, sa distribution granulométrique, sa surface spécifique ou encore ses propriétés singulières et innovantes. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, pour sa résistance. Comment et où trouver ces informations? Donc, on va devoir analyser la fiche de données de sécurité. Donc, par exemple, la rubrique 1, qui est la rubrique identification du produit, la rubrique 3, qui est la composition du mélange, ou la rubrique 9, qui présente les propriétés physico-chimiques. On pourra également consulter la fiche technique du produit, contacter directement le fabricant ou le fournisseur, demander si une déclaration AR Nano a été effectuée ou si le produit est déclaré en tant que nanoforme
dans le cadre du règlement européen REACH. Pour Air Nano, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'obligation du fournisseur de déclarer des substances à l'état nanoparticulaire, donc aussi bien des substances qui sont produites que distribuées ou bien importées. On pourra également consulter l'observation européenne des nanomatériaux, appelée EUON, qui fournit des informations concernant les nanomatériaux existants sur le marché de l'Union européenne. Et enfin, on pourra également réaliser une revue de la littérature technique et scientifique. Un point de vigilance, donc on en a parlé tout à l'heure, les 5 substances à l'état nanoparticulaire les plus mises sur le marché en France sont depuis plusieurs années le noir de carbone, la silice amorphe, le carbonate de calcium, le dioxyde de titane et l'oxyde d'aluminium. Un point de vigilance est donc à avoir concernant ces substances, car il y aura plus de chances de les trouver potentiellement sous la forme nanométrique au sein de vos mélanges et avoir des effets sur la santé. Donc, il est important de vérifier leur forme granulométrique dans la fiche de données de sécurité. La démarche de prévention consiste également à agir sur les procédés et les modes opératoires, donc privilégier la fabrication et l'utilisation de nanomatériaux sous forme non pulvérulente, éliminer ou bien limiter certaines opérations particulièrement exposantes pour les salariés, et enfin limiter les quantités de nanomatériaux utilisés. On pourra également penser à isoler et mécaniser les procédés de fabrication et d'utilisation, par exemple travailler en vase clos. Face aux polluants de l'air, un captage à la source devra être pensé. Par exemple, en laboratoire, installer des enceintes ventilées avec rejet à l'extérieur des locaux. Donc, ça pourra être Sorbonne, dispositif à flux laminaire ou boîte à gants. En atelier, mettre en place une ventilation localisée avec rejet à l'extérieur des locaux toujours, par le biais de anneaux aspirants, tables aspirantes, doserets aspirants ou torches aspirantes. Il est important de noter qu'une filtration de l'air doit être réalisée avant rejet à l'extérieur des locaux et les filtres à air à très haute efficacité, dits filtres absolus de classe supérieure H13, sont recommandés à cet effet. Concernant la ventilation à présent, il faudra privilégier un système local et veiller au respect des principes suivants, donc capter au plus près de la zone d'émission, maintenir une vitesse de captage adéquate et continue au point d'émission de la source nanométrique, envelopper au maximum la zone de production des nanomatériaux, induire des vitesses d'air suffisantes et homogènes mais sans survitesse, et rejeter à l'extérieur des bâtiments après filtration puisque le recyclage est à proscrire. En complément de la ventilation locale, il serait important de mettre en place une ventilation générale afin d'assurer l'élimination des polluants résiduels et de compenser les débits d'air sortant par des débits d'air entrants. À propos de la filtration, il est important de prendre en compte que l'efficacité des filtres augmente lorsque la taille des particules à filtrer diminue. Ici, étant donné la taille nanotésimale des particules, les filtres devront être très efficaces. Young et Casper ont développé en 1991 une théorie selon laquelle l'efficacité des filtres serait susceptible de diminuer en dessous de 10 nanomètres, soit 0,1 micromètre, en raison du rebond thermique des particules à la surface des filtres. Cela s'expliquerait par le fait que les particules de taille inférieure à 0,1 micron seraient susceptibles de ne pas adhérer aux fibres du filtre en raison d'une vitesse d'impact trop importante. Des essais réalisés ne montrent pourtant pas d'écart significatif avec les théories classiques. La baisse d'efficacité n'a été reportée que dans un faible nombre de cas. Les études expérimentales récentes ont indiqué qu'une absence de rebond était présente pour les particules de taille supérieure à 1 nanomètre. Ainsi, il est important de prendre en compte que dès lors que la taille des particules des agrégats ou des agglomérats est supérieure à 1 nanomètre, leur capture par des médias filtrants est réalisable par l'utilisation de filtres à fibre à air à très haute efficacité, dits filtres EPA, de classe supérieure à H13. D'autres moyens de prévention sont à mettre en place pour la démarche de prévention du risque nano. Par exemple, employer des équipements de protection individuelle, dits EPI,
Donc, porter un appareil de protection respiratoire filtrant, un filtre anti-aérosol de classe P3 par exemple, ou isolant, à adapter selon la durée et la nature des travaux. Porter une combinaison à capuche jetable contre le risque chimique de type 5, ou encore porter des gants étanches et jetables en nitrile ou en vinyle. Le système de 2 paires de gants pourront être superposés si l'exposition est répétée ou prolongée. On pourra également mettre en place des lunettes équipées de protection latérale. Il sera également important de délimiter, signaler et restreindre l'accès de la zone de travail, à poser un pictogramme ou une signalétique indiquant la présence de nanomatériaux dans la zone et restreindre l'accès au personnel essentiel. Il est également important de mettre en place des procédures de nettoyage réguliers, de nettoyer régulièrement les équipements, les outils et les surfaces de travail. Le nettoyage se fera par voie humide, à l'aide de lingettes humides ou bien encore par le biais d'un aspirateur équipé de filtres à air à très haute efficacité de classe supérieure à H13. Concernant le traitement des déchets de nanomatériaux une fois qu'ils sont récoltés, donc ils devront être collectés au plus près des postes de travail, conditionner les sacs de déchets dans des emballages fermés et étanches avec la mention de la présence de nanomatériaux, par le biais d'étiquettes, par exemple, mentionnant « contient des nanomatériaux ». Et enfin, l'élimination se fera par incinération ou par enfouissement dans une installation de stockage. Il faudra également veiller à respecter des mesures d'hygiène très strictes, donc séparer les lieux de travail des zones de vie et organiser la circulation des personnes et des équipements. Assurer le nettoyage des vêtements de travail. Si vous sous-traitez le nettoyage des tenues de travail, veillez à informer l'entreprise prestataire de la présence de nanomatériaux au sein de votre entreprise afin qu'elle prenne les précautions adéquates pour le nettoyage et également mettre à disposition des douches et lave-mains permettant la décontamination des régions cutanées exposées. Rédiger et diffuser des procédures d'intervention lors d'accidents ou d'incidents. Former et informer les salariés exposés sur les risques et les mesures de prévention en l'état des connaissances. Et enfin, assurer la traçabilité de l'exposition des salariés par le biais de fiches d'exposition, par exemple. Les points à retenir. Donc, des situations d'exposition professionnelle aux nanomatériaux existent dans de très nombreux secteurs d'activité. Compte tenu de nombreuses inconnues reliées aux nanomatériaux manufacturés, à leurs effets potentiels sur la santé et aux risques documentés de toxicité des particules ultrafines chez l'homme, il convient de prendre des mesures de limitation des expositions professionnelles, ne pas attendre pour agir. L'instauration de procédures strictes de prévention tout au long du cycle de vie des procédures demeure la seule façon aujourd'hui de prévenir tout risque de développer des maladies professionnelles. Et il importe de privilégier la protection collective et la protection intégrale aux procédés. Donc, on entendra par là d'isoler les équipements, de capter les polluants à la source ou de filtrer l'air, par exemple. Je passe la main à Agnès sur que peut vous apporter votre SPSTI. Merci Nora pour cette présentation sur la démarche de prévention. Donc, on passe à la partie « Que peut vous apporter votre SPSTI ?» Donc, petite partie assez rapide. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que votre service de santé au travail met plusieurs professionnels à votre disposition pour intervenir sur ces questions sur les nanomatériaux. Donc, une équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée par les médecins du travail. On va pouvoir retrouver les assistants en santé au travail, les intervenants en prévention des risques professionnels, les infirmiers en santé au travail et la secrétaire médicale. Donc, l'ensemble de cette équipe va pouvoir vous accompagner et accompagner ses adhérents sur les différentes étapes d'identification et de prévention du risque lié aux nanomatériaux, dès la partie donc, inventaire des produits et des agents émis. Ensuite, au niveau de l'analyse des fiches de données de sécurité et d'identification des nanomatériaux à travers les différentes rubriques dont on vous a parlé précédemment. Ensuite, l'analyse des substances qu'on va pouvoir retrouver et faire le lien donc, avec la réglementation sur le risque. Ensuite, on va pouvoir évidemment vous accompagner dans l'évaluation du risque chimique de manière générale en y intégrant cette partie nanomatériaux et intégrer ces informations au document unique d'évaluation des risques professionnels.
Et enfin, on va pouvoir vous accompagner et vous conseiller dans la mise en place du programme d'action pour prévenir les risques liés aux nanomatériaux. Allez, pour terminer donc, cette présentation, je repasse la parole à Nora qui va présenter donc, un exemple sur le dioxyde de titane. Merci. Donc, passons du coup à un cas pratique rencontré au sein d'une entreprise. Donc, constatant le manque de données sur la toxicité du dioxyde de titane, appelé également E176, le gouvernement invoque le principe de précaution pour l'interdire dans les aliments à partir de janvier 2020 pour soupçon d'effets cancérigènes. Le dioxyde de titane est classé cancérigène probable par le CIRC depuis 2006, donc classé CIRC 2B. Et depuis 2021, la substance est classée cancérogène catégorie 2 par inhalation par l'Union européenne. Si le dioxyde de titane est sur la sellette, c'est parce qu'il est la plupart du temps présent sous forme nanoparticulaire. Donc cette taille infinitésimale lui confère, comme toutes les nanoparticules, des potentiels toxiques particuliers. La Commission a donc proposé d'interdire le dioxyde de titane dans les aliments mis sur le marché européen à compter de début 2022. Une proposition approuvée par les États membres. Et donc, à partir de l'été 2022, on ne devrait plus retrouver le dioxyde de titane dans les produits alimentaires en vente dans l'Union européenne. L'Agence européenne de sécurité alimentaire conclut donc que le dioxyde de titane ne peut plus être considéré comme un additif alimentaire sûr, notamment en raison de sa génotoxicité. Donc, l'additif alimentaire E171 est un colorant alimentaire sous forme de poudre. Il est constitué de particules de dioxyde de titane, appelées TiO2. Il possède des propriétés opacifiantes puisqu'il confère une brillance du produit. Et le E171 contient majoritairement dans son mélange des particules micrométriques de TiO2. Cependant, une partie se trouve également sous la forme nanométrique. D'une étude à l'autre, la proportion de particules nanométriques varie, mais reflète plutôt une variation à hauteur de 15 à 36%. Le 171 est utilisé dans divers domaines. On le retrouve dans les chewing-gums, le dentifrice, la peinture, la soupe, les bonbons et les condiments, mais également les médicaments. Donc, le focus s'est effectué sur l'entreprise Mars Wrigley Confectionery, qui est localisée en Alsace, à Haguenau, dans le 67. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de bonbons chocolatés à base de cacahuètes, les M&M's. Donc, elle utilisait le TiO2 pour ses propriétés opacifiantes dans le processus de coloration du produit. Le TiO2 permettait d'avoir une couleur plus vive du produit et était utilisé dans les étapes de coloration et d'impression du logo sur le produit. L'exposition au TiO2 nanométrique des salariés était la plus forte lors de la manipulation des produits pulvérisés, comme lors de la mise en suspension lors des impressions. Chez les personnes exposées par voie respiratoire, le dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire peut engendrer une inflammation pulmonaire. Une exposition par ingestion était également à prendre en compte du fait de la consommation du produit qui était tout de même très présente chez les salariés de l'entreprise puisque le produit était en libre consommation. Donc, comment la démarche de prévention a été réalisée au sein de l'entreprise? Donc, ils ont préféré le changement de process qui s'est traduit par la suppression du TiO2 complète dans la ligne de production. Le groupe américain Mars a investi plus de 70 millions d'euros dans son usine alsacienne de Haguenau. La substitution du dioxyde de titane a été réalisée par de l'amidon de riz dans les recettes de M&M's. Il y a d'importants efforts de recherche et de développement qui ont été engagés. L'introduction de nouveaux équipements également a dû voir le jour, comme par exemple le printer logo, et donc dans ce qui a engendré également donc, la réalisation de notices de fiches de poste qui ont été rédigées pour l'utilisation des machines, par exemple, ou encore des processus de nettoyage supplémentaires, puisque l'amidon de riz venait colmater plus fréquemment les friteuses. Également, au sein du document unique, une nouvelle évaluation des risques a dû voir le jour au sein du poste de travail pour évaluer à nouveau le risque d'exposition des salariés au risque professionnel. Voilà. Très bien, merci Nora pour la présentation de cet exemple. Donc nous avons fini avec la présentation sur les nanoparticules.
Donc, on passe maintenant au temps d'échange et de questions. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont en attente. Je vais pouvoir les poser aux différents intervenants. Alors, donc, première question concernant la nouvelle définition des nanoparticules. Il est également question du SSA en mètres carrés par centimètre cube, qui n'est pas précisé ici. Point d'interrogation. Donc, Myriam, je crois qu'elle souhaitait répondre en direct à cette question. Oui, en effet, je pensais que je pouvais répondre en ligne, mais ça n'a pas été le cas. Donc, en effet, dans la nouvelle mouture de la définition qui est proposée par la Commission européenne, donc il est indiqué qu'un matériau qui présente une surface spécifique en volume inférieur à 6 mètres carrés par centimètre cube ne doit pas être considéré comme un nanomatériau. Donc, voilà ce qui est indiqué dans la nouvelle mouture. Sachant qu'avant, dans la précédente mouture, ce n'était pas tout à fait la même chose. Dans la précédente mouture, il était indiqué que tout matériau était à considérer comme un nanomatériau dès lors qu'il avait une surface spécifique en volume supérieure à 60 mètres carrés par centimètre cube. Donc là, ils ont donné un peu un critère un petit peu, ils sont allés un peu comment dirais-je, avant c'était… on disait dès lors qu'on a une grande surface spécifique, finalement supérieure à 60 mètres carrés par centimètre cube, c'est un nanomatériau. Maintenant, on dit que dès lors qu'ils ont une surface inférieure à 6 mètres carrés par centimètre cube, on ne doit pas le considérer comme un nanomatériau. Voilà. Très bien, merci Myriam pour cette réponse. Je sais pas si je vous laisse donc valider le fait que vous avez répondu à la question. Je ne sais pas si vous pouvez. Ensuite, donc, nous avons une autre question. Là, c'est Fabrice donc, qui s'est proposé d'y répondre. Donc, la question est, dans la FDS, encore trop peu de données sur les nanoparticules en termes de taille, répartition, etc. sont présentes, je suppose, malgré les évolutions réglementaires. Donc, comment faire en tant que préventeur qui accompagne les utilisateurs industriels? Oui, effectivement, c'est une question qui est très pertinente. C'est pas facile. On va espérer qu'au fur et à mesure, donc les fabricants vont pouvoir jouer le jeu et donner un maximum d'informations au niveau des fichiers de sécurité. Il faut savoir que de toute façon, dans tous les cas de figure, il faut rester en alerte à partir du moment où on a quand même certaines substances qui sont potentiellement peut-être concernées par un état nano, comme c'était dit tout à l'heure par Nora, en lisant bien aussi au niveau des caractéristiques déjà présentes au niveau de la fiche de sécurité. Et après, il y a toujours la possibilité éventuellement de faire appel à des laboratoires pour faire des caractérisations sur les produits qui sont manipulés, afin de savoir si, par l'analyse, de savoir si les états des particules manipulées sont à état nano ou pas. Donc ça, c'est possible de le faire sur produit, donc pas forcément dans l'air respiré ou éventuellement déposé en termes de pollution, mais déjà en termes de fabrication sur les produits qui sont manipulés, faire une caractérisation en laboratoire. Par exemple, des laboratoires comme le LNE le propose. Très bien, merci Fabrice pour cette réponse. Autre question, donc comment faire passer le message d'un investissement pour un risque émergent? Alors, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Je veux essayer de répondre à la question. Oui, bien sûr. Valérie, oui, allez-y. Bien sûr, alors le problème de la prévention, c'est toujours le même, c'est comment… je pense que pour les nanos, c'est effectivement plus compliqué, mais on retrouve cette problématique de comment faire passer un investissement pour la prévention, quel que soit le risque. Alors pour les nanos, c'est plus compliqué parce que c'est un risque émergent. Aujourd'hui, le retour que j'ai pour commencer à en parler dans les entreprises, c'est que c'est assez compliqué, évidemment, parce que déjà, ce n'est pas connu. Et ensuite, voilà, c'est un risque en plus à essayer de maîtriser. Donc, la première étape, c'est d'informer déjà, de dire que ça existe, de dire qu'on peut vous accompagner, que ce n'est pas parce que c'est un risque émergent qu'il faut faire la politique de l'autruche. Il y a des choses simples déjà à mettre en place, et donc, ça passe évidemment par l'identification. Il faut communiquer, informer et petit à petit inciter à aller dans cette direction. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond, oui. Merci beaucoup. Ensuite, donc, autre question posée. Quelles sont les précautions à prendre pour les entreprises de nettoyage des sols et d'entretien des locaux et pour les entreprises de nettoyage des vêtements de travail? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Oui, Myriam? Oui, je vais bien répondre. Donc, pour les entreprises qui effectuent des travaux de nettoyage des sols, notamment lorsqu'ils sont amenés à utiliser des machines automatiques, donc il faut qu'ils portent des équipements de protection individuels, donc protection cutanée, des combinaisons, notamment contre le risque chimique de type 5, des masques, donc équipés de filtres anti-aérosols de classe 3 et des gants, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, tout dépend quels outils sont utilisés
pour nettoyer les sols ou les surfaces. Si on est amené à gratter ces sols, à les abraser quelque part, on peut relarguer éventuellement des nanomatériaux qui sont dans les sols, notamment dans les dalles en plastique, par exemple, éventuellement. Pour ce qui est les personnels qui sont amenés à nettoyer les vêtements de travail, il faut les informer, ça on n'en a pas parlé, mais en effet, c'est comme un petit peu les déchets. Il faut que les salariés qui sont d'entreprise qui est amenée à traiter les déchets soient informés de la présence de nanomatériaux dans les déchets qu'on lui transmet. C'est de même pour les vêtements souillés. Il faut que l'entreprise qui est amenée à les nettoyer soit informée que les salariés ont été exposés à des nanomatériaux et donc ils doivent mettre en place des solutions de prévention adaptées et notamment éviter de remettre en suspension des particules qui vont pu se déposer sur les vêtements et donc porter éventuellement des équipements de protection respiratoire, notamment lorsqu'on manipule ces vêtements de travail, s'ils ne sont pas jetables. Et donc, ils doivent être lavés. Très bien, merci Myriam pour cette réponse. Allez, j'ai encore une dernière question qui apparaît. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet QR pour ceux qui ont encore des questions. Donc, l'autre question qui apparaît ici, c'est la répartition des particules doit être en nombre ou en masse. Enfin, en nombre point d'interrogation, en masse point d'interrogation. Je ne sais pas encore qui souhaite répondre à cette question. Oui, Myriam. Alors après, tout dépend ce que vous voulez faire. Elle peut être en nombre ou en masse. Les deux paramètres sont importants. Il existe des outils pour mesurer les deux. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que la masse n'était pas un des deux seuls critères pertinents pour caractériser une émission et une exposition à des nanomatériaux, puisqu'on se rend compte que les nanoparticules ont une toute petite masse. Donc, il faut mesurer également le nombre de ces particules et puis la surface spécifique, la surface développée par ces particules. Donc, la concentration mesurée peut être en nombre ou en masse, tout dépend ce qu'on cherche à caractériser. Et idéalement, si on peut évaluer les deux, c'est encore mieux. Ok, très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que... Alors, je vous laisse... Ah si, voilà, j'allais dire, je vous laisse encore quelques instants pour poser des questions. Donc, il y a une qui vient d'apparaître. Je pense que c'est plus un commentaire peut-être au niveau du port des équipements de travail. Ça entraîne forcément une réduction du temps de travail. Là, je ne sais pas si quelqu'un veut commenter cette question. Ok, très bien. Je vais peut-être y répondre moi, du coup. Il n'y a pas de souci. Oui, je pourrais répondre aussi si tu veux. Oui, vas-y, Fabrice. Oui, effectivement, il y a toujours le port d'un EPI restera toujours une contrainte. Maintenant, il faut le prendre en compte dans le cadre de son évaluation des risques. Et parfois, il est important de prendre ce temps-là supplémentaire afin que le salarié soit protégé. Bien entendu, ça reste une contrainte, une protection, mais c'est parfois le dernier recours pour pouvoir préserver le salarié du risque auquel il est exposé. Très bien, merci Fabrice. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous avons traité donc toutes les questions qui étaient posées. Il y a une question qui vient d'apparaître. On a encore quelques minutes pour répondre, donc on va la traiter aussi. Est-ce qu'une classification nano selon le CLP ne permettrait pas de faire avancer? Alors, avancer quoi? Je suppose peut-être la réglementation, la prévention. L'identification, je pense aussi également. Donc, oui, d'accord. Ouais, en effet, c'est pas à l'ordre du jour en fait. Il y aura sans doute pas de classification spécifique. C'est un peu la même problématique pour les perturbateurs endocriniens. On a un problème de repérer en fait ces produits. À l'inverse des perturbateurs endocriniens où là la classification va évoluer et on aura une classification PE pour la santé et l'environnement qui va voir le jour sans doute dans les prochaines années. Pour les nanomatériaux, c'est pas du tout envisagé et ça ne le sera pas. Donc en effet, ce qu'on attend surtout nous pour vraiment favoriser le repérage, qui est un point le plus important mais le plus délicat à mener, c'est l'évolution en fait de ces FDS en fait. Et donc maintenant, les fabricants ont l'obligation de mentionner les différentes caractéristiques physico-chimiques pour attester de la présence d'un nano. Ça a été dit, je pense que ça va mettre quelques années. Les fédérations nous le disent, France Chimie notamment nous dit que ça va prendre quelques années pour remettre à jour toutes les FDS, mais on attend beaucoup en fait de cette mise à jour des FDS pour pouvoir les repérer plus aisément en entreprise. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une question également sur la substitution. Donc, en effet, la substitution, c'est pas toujours simple à mettre en place. Après, quand on parle substitution avec les nanos, c'est par exemple, si c'est possible, au lieu de manipuler les nanomatériaux sous forme de poudre, c'est les manipuler plutôt sous forme de suspension liquide, puisqu'on sait les expositions sont moindres en fait. Essayer plutôt d'éviter en fait la formation d'aérosols, de nano-aérosols. Et là, on sait que c'est particulièrement exposant. Donc, c'est pas toujours simple, mais on l'a vu dans certaines entreprises, nous, justement, passer de la forme pulvérulente à la forme plutôt suspension liquide
pour limiter les expositions des opérateurs. Très bien, merci. Une dernière question qui est apparue. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre concernant, alors toujours cette question de nettoyage des sols. Comment faire la décontamination concrète sur site? Voilà, peut-être ça commence à être des questions très spécifiques. On va peut-être pas pouvoir y répondre de suite. Oui, Fabrice, si tu veux faire un commentaire. Oui, il faut appliquer les mêmes principes que pour les autres types de pollution, en fait. Hein. Donc, le nettoyage à l'humide, très important, et l'aspiration, donc, à privilégier, et surtout aussi avoir une maîtrise dans les espaces de travail potentiellement qui peuvent être contaminés, de limiter tant que possible les courants d'air, et prévoir peut-être au niveau des procédures de travail des étapes intermédiaires de nettoyage et de décontamination des locaux. Très bien, merci. Allez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Le temps, de toute façon, pour les questions, commence à toucher à sa fin. Une dernière question qui apparaît. L'outil CReach permettait de prendre en compte ce risque. Alors là, est-ce que quelqu'un souhaite y répondre? Oui, donc les nanomatériaux sont pris en compte dans CReach de façon assez sommaire, hein, mais dès le départ, on a intégré les nanomatériaux. Voilà, on a fait différentes familles de nanomatériaux avec différents procédés plus ou moins émissifs. Donc, ça permet voilà, d'avoir quelques données. Ce n'est pas très affiné, mais ils sont pris en compte dans CReach, tout comme les perturbateurs endocriniens vont être pris en compte dans CReach prochainement. Très bien, merci Myriam pour cette réponse. Allez, parfait, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, merci à tous pour les réponses, pour la présentation. Alors, évidemment, pour ceux pour qui il reste encore des questions qui sont peut-être très spécifiques à leur activité, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service santé au travail qui pourront vous conseiller donc, sur ces questions. Avant de conclure, donc, petit rappel, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire, donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver donc, le replay et le support dans la rubrique ressources du site présence-pacacors.org qui s'affiche à l'écran. Vous retrouvez aussi dans cette rubrique ressources l'ensemble des webinaires et l'ensemble des plein de documents de prévention des risques. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour toute question de prévention. Vous pourrez retrouver tout un tas d'informations et de documents. Et voilà, donc merci à tous.